Si tu souhaites financer tes projets, tes idées, tu es au bon endroit. C'est Stanley Laporal, ton accompagnateur pour rechercher du financement. Dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble qu'il y avait des solutions pour le financement, notamment avec ses proches, ce qu'on appelle la love money. Si vous n'étiez pas là dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à cliquer dessus ou à commenter, on pourra toujours vous rediriger. Ou sinon, en tout cas, je reprends très rapidement la situation générale, hein. Vous savez, quand j'avais dit sur une vidéo précédente, erreur 5 qui était la recherche du financement n'est pas simple forcément avec de la love money. Tout le monde pense à une croyance en disant parce que c'est de la love money, ça va être simple, ce sont des proches, mais la réalité est des fois un peu plus complexe. Vous pouvez avoir des amis, de la famille, des collègues, je dirais des personnes, des connaissances qui sont avec vous lors d'événements sportifs, culturels ou autres, et vous vous dites, bah pourquoi pas leur demander à financer mon projet quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, ou peut-être des dizaines de milliers d'euros parce que vous savez que eux ils sont peut-être aisés ou pas, donc en fonction, je dirais aussi de leur capacité financière, de pouvoir justement leur poser cette question, est-ce que tu pourras m'aider à financer mon projet? Donc c'est une question qu'on peut être amené à se poser, et lorsqu'on a une idée, on se dit, ben, je commence finalement par quoi, par qui, où, comment ça se passe? Et souvent, quand vous avez commencé déjà, vous savez, à vous dire, vous savez à peu près combien vous avez besoin, je me dis, voilà, pour mon projet, j'ai pu voir, je suis dans une fourchette de 50 000 euros à 200 000 euros par exemple, où il faudrait au moins 50 000 euros, comment je fais? Alors souvent, la première idée qu'on se dit, je vais demander à des proches, de la famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a déjà déterminé à peu près le montant? On va chercher ce qu'on appelle la love money ou encore l'argent de l'amour du cœur. Ça désigne finalement tous les fonds apportés par des proches. Famille, amis, réseau personnel. Elle intervient souvent au démarrage d'un projet entrepreneurial. Souvent avant l'entrée d'investisseurs, comme on parle souvent de marché froid, des gens qu'on ne connaît pas, ou des banques ou d'investisseurs institutionnels. L'objectif est surtout de financer les premiers besoins en matériel, études de marché, MVP, communication, grâce à la confiance en fait des personnes qui vous soutiennent de façon affective ou du cercle proche. Moi, ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, quand vous allez justement avoir comme but aujourd'hui 50 000 euros par exemple dans votre target, dans votre cible de Love Money en termes de montant, il y a trois objectifs à définir. Déjà, ça va vous permettre de prendre de l'expérience au niveau des proches. Alors, quand je dis prendre de l'expérience au niveau des proches, c'est surtout prendre l'habitude de pouvoir communiquer sur votre projet à vos proches pour être à l'aise. Vous savez, souvent, quand vous allez discuter avec vos proches, vous allez pouvoir justement, vous aurez des questions que vous avez pensées et des questions que vous n'avez pas forcément pensées. Donc, c'est intéressant. Un deuxième objectif, vous allez aussi apprendre à lever des fonds. Vous savez, c'est comme quand vous décidez demain d'aller faire une course, il faut s'entraîner. C'est la même chose. Lever des fonds, ça demande de l'entraînement, s'exercer sur le terrain, aller pitcher votre projet, aller discuter avec vos proches de votre projet. C'est pas juste tata ou maman, je souhaite avoir 10 000 euros, donne-moi l'argent. Ça se passe pas comme ça en réalité. Et je vous dirais même, si demain on vous donne de l'argent comme ça sans vraiment vous challenger, ça vous permettra pas en fait de travailler pour mieux réussir à communiquer sur votre projet. Après, le troisième objectif, c'est également d'obtenir des réseaux, prendre des contacts avec des investisseurs, des clients, des prospects, et aussi des compétences, experts comptables, avocats. En fait, à travers cette levée de fonds de Love Money, donc de proches que vous avez, vous pourrez en fait obtenir des réseaux. Par exemple, vous pourrez avoir votre tata qui vous dit, bah moi en fait, dans mes contacts proches, dans des amis, j'ai un investisseur ou j'ai un expert comptable qui pourrait t'accompagner parce que lui en fait, il a déjà accompagné des entreprises qui ont déjà levé des fonds. Donc tout ça, ça vous permet de pouvoir obtenir ces trois objectifs. Prendre de l'expérience au niveau de vos proches sur justement une communication sur vos projets, lever des fonds, première levée de fonds à travers de la Love Money, et obtenir des réseaux, des contacts. Ça, c'est les trois objectifs, je dirais, principaux. Maintenant, revenons à comment on va faire lorsque vous devez en fait passer par cette première phase avec de la Love Money. Déjà, il faut, premièrement, identifier les bons contributeurs au niveau de votre famille, de vos proches, parents, conjoints, oncles, tantes. Il faut que vous preniez une feuille ou un fichier Excel ou un fichier en général. Vous allez lister en fait
Alors, moi, je vous conseillerais de... Et de toute façon, on est là pour vous accompagner, hein. Vous savez, il faut toujours être accompagné à part des personnes qui ont de l'expérience et de l'expertise dedans. Moi, je vous conseillerais, prenez une feuille et vous listez. Vous listez, voilà. Vous mettez famille, ok? Papa, maman, grand-père, grand-mère. Si vous êtes en couple, vos beaux-parents, cousins, cousines, voilà. Tous les proches que vous avez. Et après, vous faites une autre liste avec les amis, les collègues, les anciens collègues, les connaissances. Par exemple, vous faites un tour pour vous dire aujourd'hui, en termes de réseau, qu'est-ce que j'ai comme réseau? Est-ce que par exemple, je fais une pratique sportive? Oui, effectivement, je fais du foot. D'accord? Qui a dans mon club de foot? Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, dans le club de foot que j'ai constaté quand j'ai échangé un peu avec certains sont chefs d'entreprise. Certains, ils dirigent des plateformes de financement. Alors ça, je savais même pas. Un jour, je discutais avec un bâton rompu et il me dit, bah écoute, bah moi je suis dirigeant dans un comité d'investissement. Ah bon, bah écoute, effectivement, je me suis jamais posé la question parce que on discute de foot, hein, on parle de PSG, Bayern, Ligue des Champions, Championnat de France, Liga, Bundesliga. On parle parce que comme nous on se connaît dans un cadre footballistique, donc nous on parlait que de foot. Et quand j'ai commencé à discuter avec certains, j'ai su que certains, bah en fait, ce sont des chefs d'entreprise. Il y en a même un qui actuellement il fait des allers-retours entre chez moi et Dubaï. Et du coup, il connaît des fonds d'investissement dubaïotes. Donc en fait, en discutant avec des personnes qui sont proches de vous, bah, vous apprenez à savoir qu'est-ce qu'ils font. Parce que souvent, vous savez, dans les différents clubs de sport ou même associations en général, on connaît les prénoms des personnes qui vous entourent, hein, parce qu'on a une passion commune en général, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'ils font. Réfléchissez juste, dans mon club de sport, juste dans mon équipe, je connais les noms, je pense que de quasiment tout le monde, mais j'ai découvert quoi? Il y en a un qui est agent immobilier, il y en a un qui est courtier en immobilier, il y en a un qui est dans le comité d'investissement de fonds d'investissement. Il y en a un, il fait du vin, il est négociant en vin. Il y en a un, il est fonctionnaire, il travaille en tant que professeur des écoles. Il y en a un qui aujourd'hui, il est commercial. Il y en a un, il travaille dans une agence de BTP. Il y en a un qui est dans une station-service. Donc vous voyez bien en fait, au niveau de votre association sportive, vous avez un scope, en fait, vous avez un volet de différents profils qui vous environnent. Et en fait, en fonction de ça, il y en a certains qui pourraient être des investisseurs, certains, ils pourront peut-être vous mettre en contact avec des investisseurs, certains, ils pourront vous donner des contacts avec des experts comptables, des avocats, etc. Donc, vous avez vu, on est vraiment, rien qu'au niveau, je dirais, du petit club sportif, vous avez déjà un vivier de personnes intéressantes. Alors, moi, j'ai aussi une chance, c'est qu'il y en a un qui, en plus, il travaille dans une radio très connue, et qui du coup a un réseau de sportifs professionnels très important. Donc ça, je l'ai su après. On m'a dit, ah oui, tu l'as pas entendu, il est passé hier sur la radio, le talk show. Je dis, ah bon, je savais pas qu'il passait. Bah oui, non, mais il a discuté avec des joueurs de Ligue 1 en France et des joueurs internationaux. Il est même allé pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Je dis, ah bon, ah bah écoute, comme quoi, vous savez, vous ne savez pas tout et vous faites pas forcément toutes les connexions. Donc pensez bien à bien lister dans la Love Money toutes ces personnes-là au niveau de vos collègues ou de vos différents partenaires dans des différentes associations et renseignez-vous sur ce qu'ils font. Vous allez voir que vous serez des fois ébahis de voir qu'est-ce qu'ils font et surtout comment ils pourraient finalement vous aider en termes de contact, de réseau, financièrement, même pitcher pour eux et voir c'est quoi leur retour. Donc c'est vraiment très intéressant cela. Donc pensez à bien lister finalement au niveau de vos associations. Important, qu'est-ce que vous faites comme activité et listez les personnes. Et après, de toutes les manières, j'ai envie de vous dire, passez à l'action, osez, et au pire, qu'est-ce que vous risquez? Quelqu'un qui va vous dire, je suis pas intéressé, c'est pas bien. Et alors? Vous savez, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas bon, ça m'intéresse pas. Vous savez, c'est seulement les personnes qui ne passent pas à l'action qui ne sauront jamais et qui auront des regrets toute leur vie. Passez à l'action, osez, et vous verrez bien qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas vos résultats. Donc, passez à l'action et vous savez, plus vous aurez de l'expérience, plus vous verrez que finalement, j'en ai parlé à Michael, j'en ai parlé à Raoul, j'en ai parlé à Rodolphe, à Sébastien, j'ai envie de dire à Mamadou aussi, parce qu'on en a Mamadou d'ailleurs. J'ai parlé à toutes ces personnes-là et effectivement, certains m'ont dit, écoute, c'est top. D'autres m'ont dit, c'est top, j'ai pas d'argent. D'autres m'ont dit, c'est top, mais je peux te mettre en contact avec un investisseur. D'autres m'ont dit, ça m'intéresse pas. Vous aurez toujours des réponses positives ou négatives. Ne les prenez pas pour vous. Surtout, dites-vous une chose, c'est que si vous souhaitez avancer dans votre projet entrepreneurial, il faut bouger, passer à l'action. Donc,
Vous avez fait la liste de votre famille proche, vous avez fait la liste de collaborateurs ou de collègues que vous avez fait la liste de personnes qui sont dans le domaine associatif. Après, ce que vous allez voir, si vous voulez un peu affiner votre liste au niveau de la Love Money, il faut prendre quelques critères. Les capacités financières, la relation de confiance, la maturité émotionnelle et l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour chaque partie. Capacité financière. Déjà, je pense que en fonction du degré de proximité avec les personnes avec qui vous communiquez, vous pourrez déjà voir et discuter avec eux, vous savez, pas forcément leur dire tout de suite que vous avez un projet, mais échanger un peu avec eux sur le business en général. Oui, salut Christophe, dis-moi, je commence à me renseigner sur des investissements. Est-ce que toi, par exemple, son historique, est-ce que toi déjà tu aurais déjà investi dans des projets? Si oui, combien t'investis? Parce que moi, voilà, je me pose la question. Je souhaiterais aussi peut-être demain lancer un projet ou investir dans des projets. Je voudrais avoir quelqu'un qui a peut-être déjà passé le pas en fait. Ça vous permet déjà de savoir, à travers ces questions-là, quelle pourrait être sa capacité financière. Est-ce qu'il a déjà un historique, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà investi? Parce que déjà, vous n'aurez pas le même langage, le même discours entre une personne qui a déjà investi et une personne qui n'a jamais investi. Un primo-investisseur et un néo-investisseur, ce n'est pas la même approche à avoir. Du coup, par rapport à ça, déjà, vous aurez une première tendance. Moi, par exemple, j'ai eu l'exemple de Christophe qui me disait écoute, moi, je suis habitué à investir dans les projets, j'aime beaucoup investir dans les projets, ça m'intéresse. D'investir dans les projets, j'ai investi 15 000 euros l'année dernière, 5 000 euros cette année, et là, vous lui posez la question est-ce que tu prévois encore d'investir 2 000 euros, 5 000 euros peut-être? C'est quoi ton plan dans ta tête d'investissement? T'as prévu d'investir de l'argent ou pas? Là, déjà, vous pourrez avoir une première tendance. Parce que là, pour l'instant, vous ne lui avez pas encore parlé de votre projet. Il ne sait pas que vous êtes intéressé par le fait de financer, mais vous commencez déjà à savoir est-ce qu'il a prévu une enveloppe pour investir. Et là, il m'a dit oui, j'ai prévu d'investir 5 000 euros. Donc, je lui ai posé la question écoute, moi aujourd'hui, je suis en train de lancer un projet. Je recherche à travers mes proches de la Love Money. Est-ce que tu pourrais être intéressé par investir dans un projet? Oui, non. Vous savez qu'il va investir? Et moi, il m'a répondu oui, je suis intéressé, mais maintenant, il faut que tu me dises de quel projet c'est. Et là, à ce moment-là, vous allez lui pitcher votre projet. Oui, bah aujourd'hui, je vais ouvrir un bar-restaurant. J'ai fait étude de marché. J'ai vu qu'il y a toutes les chances pour que ça puisse être rentable. Donc, du coup, je recherche aujourd'hui mes premiers investisseurs qui sont mes proches. Après, il a demandé quelques documents, le pitch deck, l'étude de marché, le business plan. Et après avoir regardé un peu les documents, il a été intéressé et il a mis 2 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez bien que j'ai commencé par lui demander déjà est-ce qu'il avait déjà investi, comment ça s'était passé. Je lui ai posé des questions, je me suis intéressé à lui pour savoir déjà est-ce qu'il y avait un intérêt finalement à continuer la discussion avec lui sur le sujet. Et je savais s'il y aurait une tendance ou non à pouvoir tout doucement passer sur mon projet à moi. Sachant que vous avez des cas de néo-investisseurs qui, eux, c'est pas du tout ça. Donc, je vais vous donner un exemple de néo-investisseur en termes de discussion que j'avais eu. Alors, je parlais avec une dame d'une quarantaine d'années, professeure des écoles. Elle me disait moi, en fait, j'ai toujours voulu investir, mais j'ai toujours eu peur d'investir. En fait, j'ai peur de perdre de l'argent. Alors, déjà, quand vous avez un profil qui vous dit j'ai peur de perdre de l'argent, déjà, il faut savoir tout de suite de quoi elle parle. C'est quoi pour elle perdre de l'argent? C'est quoi son épargne de précaution? Est-ce qu'elle a mis de l'argent de côté? Parce qu'il faut toujours se dire une chose, c'est que quand quelqu'un investit, il faut lui expliquer qu'il y a le risque de perdre son argent. Et également, il faut savoir finalement quelle est la quantité, quel est le montant d'argent qu'elle a mis de côté en fait. Ce qu'on appelle l'épargne de précaution. J'ai discuté avec elle, elle me dit qu'elle a 50 000 euros d'épargne de précaution, qu'elle va surtout pas toucher. Elle me dit qu'elle veut investir mais elle sait pas comment. Et qu'elle a peur de perdre de l'argent. Déjà, je lui pose la question, 50 000 euros, c'est une belle épargne. Je lui ai demandé en termes de train de vie, vous avez besoin de combien pour vivre, sachant que tous les mois, vous avez de l'argent qui rentre. Elle m'a dit, écoutez, moi, voilà, j'ai besoin de à peu près 3-4 000 euros par mois. Donc ça, elle le gagnait déjà avec ses revenus. Et donc, je lui dis, écoutez, vous avez 50 000 euros de côté, est-ce que vous êtes prêt à perdre par exemple 10%? Ça veut dire 5 000 euros. Elle me dit, je sais pas, oui, je pense que de toute façon, chaque année, après, j'épargne quasiment 5 à 10 000 euros. Donc je dis, ça pourrait aller pour vous. Est-ce que demain, si vous perdez 5 000 euros, c'est bon pour vous? Elle me dit, écoutez, oui, c'est bon pour moi. Si je perds 5 000 euros, ça me va. Donc déjà, il faut réussir, même avec des proches que vous avez, leur parler de la notion de perte, qui peuvent perdre cet argent-là. Pour savoir déjà, est-ce que ça va être un don, comme ça à ce moment-là, s'ils perdent de l'argent, vous n'avez pas besoin de le rembourser, ou est-ce que ça va être un prêt et donc il faudra rembourser. Du coup, nous on avait identifié déjà le montant qui était prêt à perdre, c'est-à-dire 5 000 euros. Lorsque
on est arrivé à la question de c'est quoi le projet. J'ai discuté avec elle pour expliquer que on va ouvrir, c'était mon partenaire, il voulait ouvrir un bar-restaurant sur la Guadeloupe notamment, et je lui ai expliqué que quels sont je dirais les moyens de gagner de l'argent dans un bar-restaurant. Donc je lui ai expliqué effectivement que c'était avec les plats, c'était avec quand il y avait des prestations, etc. Donc je lui ai expliqué comment on gagnait de l'argent. C'est toujours intéressant d'expliquer, en dehors du business plan hein, et du pitch, hein, expliquer déjà comment on gagne de l'argent dans l'activité. Et elle m'a posé la question en me disant, ah bah t'auras pu, mais je sais que voilà, dans les restaurants, comme les discothèques et autres, vous faites du black quoi. En gros, il y a de l'espèce et on le déclare pas. Moi, je lui ai expliqué que oui, effectivement, c'est une pratique qui est plutôt courante, mais que nous aujourd'hui, et c'est pas dans notre objectif de faire du black, parce que tout simplement, on souhaitera rembourser au plus vite la banque, les investisseurs, tout le monde en fait. Donc l'objectif, c'est pas de faire du black, l'objectif pour nous, c'est de faire le maximum de chiffre d'affaires, de maximum de revenus et de bénéfices, afin justement de pouvoir rembourser tout le monde le plus vite possible. Voilà. Donc c'est ce que je lui avais expliqué. Après, elle m'a posé des questions sur est-ce que c'est pas trop contraignant? Elle m'a posé quand même beaucoup de questions pour pouvoir se rassurer. Quand on commence à vous poser des questions, souvent quelqu'un qui a envie d'investir mais qui n'investit pas, c'est pour se rassurer. C'est pas contre vous, hein, c'est pas qu'elle vous fait pas confiance, hein, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Et c'est pour ça que je vous explique justement que ce travail, cette méthodologie pour justement faire le financement par la Love Money est très importante. Et donc, il faut vraiment bien écouter les conseils que je vous prodige parce que c'est de l'expérience que j'ai accumulée par rapport à ce type de profil. Les profils aujourd'hui de personnes proches de vous qui souhaitent investir mais qui n'a jamais investi, qui n'a jamais passé le pas ou qui a fait une fois rapidement, il faut les rassurer. Mais les rassurer de façon factuelle et objective. On m'a posé la question de aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes réglementaires? Est-ce que vraiment c'est facile de vendre l'alcool, pas d'alcool? Je vais expliquer qu'aujourd'hui, voilà, il y a des licences, licence 2, licence 4, et qu'on est amène à les obtenir ou à les conserver. Donc du coup, la question réglementaire, on est bien accompagné dessus avec les avocats, tout va bien se passer par rapport à ces questions réglementaires. Et maintenant, ce que je lui expliquais par rapport à tout ça, c'est que aujourd'hui, on a un business model pour comment gagner de l'argent. Donc si elle a envie d'avoir plus de documents, on le fera. Maintenant, quand on commence une affaire, on a besoin de confiance de nos proches. Donc moi, je lui pose la question plutôt, est-ce que quand je lui réponds à ces questions-là, que je lui donnerai peut-être plus tard les documents, est-ce que déjà elle a suffisamment confiance pour donner ou prêter cet argent-là, ou peut-être rentrer dans le capital. Tout dépend de dans quelle forme en fait l'argent vous pouvez en fait l'obtenir en termes de véhicule juridique. Parce que quand je vous dis la Love Money, effectivement, vous allez obtenir cette levée de fonds, mais je vous ai pas encore dit sur quelle forme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes possibles. Ça peut être un don, ça peut être un prêt, ça peut être une entrée au capital, etc., etc. Il y a plusieurs formes qui peuvent être faites. Du coup, par rapport à ça, il faut se dire que l'accompagnement que nous faisons avec le cabinet de conseil va vous permettre de savoir comment vous situer et quelles propositions faire. Et ça, vous le verrez tout à l'heure dans les erreurs à éviter. Je vous disais également qu'il y avait une question de comment leur parler et structurer l'approche. Déjà, vous avez vu que je vous explique comment ça s'est passé, mais en amont, moi, en fait, j'ai préparé mon discours. J'ai préparé ce que j'allais faire, pourquoi je le fais, ce que je demande, et ce qu'eux, ils ont à gagner. Donc, en fonction, on prépare déjà un discours pour votre prospect, c'est-à-dire la personne que vous visez pour justement obtenir les fonds. Là, on avait vu un exemple sur la target de la Love Money qui est à 50 000 euros. Et donc, surtout, vous avez votre discours qui est prêt, vous allez travailler votre discours, vous allez surtout demander un vrai moment de disponibilité d'échange avec la personne avec qui vous avez parlé au niveau de vos proches. 10-15 minutes, peut-être une demi-heure, mais en tout cas, déjà, demandez-lui quand est-ce qu'elle est disponible pour être concentré sur vous et sur ce que vous voulez faire en termes de projet. Ça, c'est important. Après, en fonction, comme je vous disais, vous allez présenter un dossier sérieux avec un pitch clair, vision, marché, votre différenciation. Également, un prévisionnel financier sur 1 à 3 ans. Et aussi, à quoi va vous servir les fonds? Les 50 000 euros, la Love Money, c'est pour faire quoi? Et nous, dans ce cas-là, c'était pour faire un apport pour le financement bancaire qu'on allait avoir. Donc ça, c'était important. Du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut rajouter à tout ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est fixer un cadre. Donc voir quel va être le montant raisonnable, entre 500 euros et 15 000 euros sur les profils ou peut-être plus. Être transparent, comme je vous l'expliquais, sur les risques, qu'ils peuvent perdre leur argent, que c'est pas, je dirais, une certitude que tout se passe bien. Il faudra expliquer le risque entrepreneurial. Et après, choisir le mode de financement, dont prêt, entrée au capital, etc. Ce que je vous expliquais. Donc là, il faut avoir justement un cadre clair à ce niveau-là, sur ces différents points-là. Le montant, la transparence sur les risques et le choix du mode de financement. Ça, c'est le cadre très clair qu'il faut mettre dès le départ.
Après, maintenant, comme je disais, il y a certaines erreurs à éviter. Première erreur à éviter, justement, c'est le manque de cadre juridique. C'est-à-dire que vous ne faites pas de contrat, vous dites non mais t'inquiète pas, donne-moi l'argent, vous prenez l'argent en espèces à la mano. Il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que là, il y a des risques de rationnel majeur. C'est-à-dire que, je vous rappelle que ce sont des proches, oui, il vous faut confiance, oui, mais quand on parle d'argent, un jour ou l'autre, il peut toujours avoir des tensions. Vous savez pourquoi? Exemple, moi je sais que voilà, j'ai dans un dossier, il y a une tante qui a prêté de l'argent à son neveu, il lui a prêté alors 5000 euros d'ailleurs, 5000 euros, et en fait finalement, le porteur de projet a perdu l'argent. C'est-à-dire que il a payé pour du marketing, il a payé de la publicité, et finalement, ben, il a payé 5000 euros en marketing, donc il a expliqué c'était pourquoi, et il n'a eu qu'un retour sur investissement de 500 euros. Il a perdu 4500 euros. Du coup, les 4500 euros qui étaient perdus, c'était perdu. Donc c'est pour ça que je vous dis que, et quand sa tante est venue me voir en disant, bon écoute, ça fait 2 ans, j'ai rien récupéré, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là du coup, il n'avait pas fait de contrat, il a pris de la mano à la mano les 5000 euros, et du coup, bah, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien qui était écrit, rien qui était prévu, donc bah, malheureusement pour elle, elle a que ses yeux pour pleurer. Après, bon, écoutez, c'est la famille, on a essayé de trouver des arrangements en dehors du cadre, hein, pour qu'ils puissent le rembourser progressivement. Et néanmoins, ça crée des tensions au sein de la famille, parce que tout simplement, alors c'était pas un don en fait, vous voyez, c'était un prêt. Elle lui avait prêté ses 5000 euros et elle voulait être remboursée. Sauf que rien n'était prévu. Donc on pouvait pas savoir légalement est-ce que c'était un don, est-ce que c'était un prêt. Et en plus, il n'y avait pas de traçabilité. Parce que c'était pas par virement bancaire, c'était par espèce, de la mano à la mano. Donc pas moyen de prouver. Donc c'était vraiment très compliqué. Voilà. Maintenant, la deuxième erreur à éviter, c'est les montants disproportionnés. Il faut jamais mettre en péril les finances d'un proche. C'est-à-dire que vous avez l'exemple que je vous avais donné, le proche avait 50 000 euros d'épargne de précaution, et vous lui dites, écoute, j'aurais besoin de 40 000 euros. Donc ça veut dire que vous demandez à votre proche de s'amputer de plus de 80% de son épargne de précaution, avec un risque que vous puissiez le perdre. C'est très dangereux de faire ça. Imaginez-vous que demain, vous perdez son argent et que elle, c'était un prêt et que vous ne pouvez pas la rembourser. Ah, tout de suite, vous allez vous mettre en difficulté parce que votre proche, il sera très déçu. Et en plus de ça, il pourrait être amené à vous en vouloir. Et vous savez, dans les familles, dans les proches, ça peut partir en clash et de vives tensions. Elle appelle votre mère, votre beau-père. Oui, il m'a fait perdre toute mon épargne, j'ai quasiment plus rien. Si je me promets ma voiture, je peux plus rien faire, je suis bloqué. Et ça peut très vite, je dirais, dégénérer ou partir un peu en vrille, ou en sucette comme disent certaines personnes. Donc il faut faire très attention au montant qui ne doit pas être disproportionné. Souvent, ce que je vous recommande, c'est demander l'épargne de précaution et de prendre peut-être 5 ou 10% d'épargne de précaution afin que ça n'entame pas trop son épargne de précaution et donc ses capacités et ses marges de manœuvre à celui à qui vous demandez l'argent dans vos proches. Et je vous dirais, même un investisseur privé, hein, si je pense qu'il faut aussi discuter un peu avec lui pour savoir est-ce que réellement, c'est un particulier, est-ce que réellement ce qu'il propose ou il vous promet est à la hauteur de ce qui est réaliste pour lui aussi. Ça, c'est important. Maintenant, la troisième erreur à éviter, c'est les promesses irréalistes. Ne pas survendre le projet pour séduire en disant oui, non, mais t'inquiète pas, tu mets dans ma startup, tu auras un retour x100, tu auras 100% de retour, donc tu auras x2 d'ici 12 mois. En 12 mois, allez, c'est plié, tu m'as donné 10 000, tu récupères 20 000. Voilà. Il faut pas survendre, il faut pas surpromettre les choses. Donc, partant de là, il faut jauger qu'est-ce qui est possible. Est-ce que je peux, si on me fait un prêt, rembourser avec 5% d'intérêt ou 10% d'intérêt? Il faut voir qu'est-ce qui est réaliste par rapport à votre business plan. Si par exemple, on vous prête 10 000 et que vous devez rembourser 10% de 10 000, en regardant votre business plan, par rapport aux chiffres, ça ne colle pas, il ne faut pas à tout prix vendre la chose. Il faut surtout pas le vendre à la chose. Il faut se dire, bon écoutez, moi 10% c'est pas possible, 5% je vois que ça colle avec mes chiffres, j'ai vu avec l'expert comptable, ça colle avec mes chiffres, donc 5% c'est possible, c'est raisonnable. Faites des promesses qui sont raisonnables, qui sont tenables. Sinon, à ce moment-là, vous aurez malheureusement des déceptions. Quatrième erreur à éviter, l'absence de suivi. Il faut informer régulièrement les contributeurs, ceux qui vous ont permis de lever les fonds, que ce soit en prêt, en don ou autre chose, il faut les tenir au courant, les tenir informés. C'est-à-dire que ce qui est généralement fait, si vous voulez, c'est un rapport d'information. Moi avec un de mes clients que je suis, qui aujourd'hui, il est très content parce qu'il a son bateau. Et il fait un rapport mensuel aux investisseurs. Il fait un journal, il l'appelle Journal des investisseurs, chaque mois,
qui leur tient au courant en fait de l'état d'avancement du projet, notamment le chiffre d'affaires réalisé, le calendrier des remboursements. D'ailleurs, on va rembourser en septembre les investisseurs, donc tout ça est prévu et est suivi du coup. Donc les investisseurs sont au courant, ils reçoivent un mail avec un rapport qui les tienne au courant de l'état d'avancement du projet. Après, la dernière erreur à éviter, c'est les conflits familiaux. Anticipez les désaccords possibles en formalisant les relations, c'est-à-dire que vous vous expliquez bien comment ça va se passer, comme ça, au cas où si demain il y a une problématique au sein de votre famille sur votre sujet, vous savez que tout est écrit noir sur blanc. Voilà, je t'ai présenté le projet à telle date, tu m'as prêté ou donné ce montant-là, ça a servi à tel financement, et du coup, moi aujourd'hui, voici le projet que j'ai pu réaliser ou que je n'ai pas pu réaliser. En tout cas, les choses sont claires. Il faut vous dire une chose, c'est que faut toujours expliquer à votre famille et à vos proches, un projet entrepreneurial, il y a des risques. On peut réussir, on peut échouer, mais en tout cas, vous allez faire le maximum pour être accompagné de personnes qui ont une expertise pour faire en sorte que vous allez diminuer les risques et du coup, mécaniquement, augmenter les chances de succès pour vous. Comme j'ai dit au niveau des erreurs à éviter, tout ne sera pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, si vous êtes accompagné et si vous souhaitez réussir au mieux, je vous dirais, faites-vous accompagner par des professionnels comme moi et mon cabinet. Si ça vous a intéressé, vous avez d'autres thématiques à proposer, n'hésitez pas à commenter et à donner des retours sur ma vidéo concernant la Love Money ou tout autre, je dirais, mode de financement. C'était Stanley Laporal, votre accompagnateur, celui qui vous trouve des solutions pour vos financements et pour faire que vos projets deviennent réalité. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.